Notre invité aujourd'hui dans les studios DRLP, c'est Alain Feydri. Bonjour. Bonjour. On peut vous présenter comme un auteur et critique rock. Et aujourd'hui, venez avec votre dernier ouvrage qui est paru dans les éditions Monotone. Fais pas ton cinéma et autres histoires sans importance. C'est le titre de cet ouvrage, de ce livre. Mais au début, peut-être pour nos auditeurs, pour ceux qui vous connaissent ou qui ont entendu parler ou n'ont pas entendu parler, peut-être on pourrait vous présenter au début. Alain, depuis des années que vous êtes... vous vous intéressez du rock, des musiciens, de leur création, de leur histoire. Et pourquoi cette musique-là? Pourquoi rock? Alors, la question est compliquée. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est juste une musique qui... Je suis aujourd'hui quasi un vieillard et j'ai grandi tout simplement avec cette musique. J'ai grandi dans les années 60. J'étais adolescent dans les années 60, jeune adolescent. Et voilà, c'était la musique rock. On disait pop musique alors. Ça faisait partie de l'environnement. Je veux dire, on a peut-être du mal à imaginer aujourd'hui, mais les bars enfin moi je suis périgourdin, je n'ai pas toujours vécu à Périgueux, mais je suis périgourdin d'origine. Les bars, tous les endroits où on allait, il y avait des jukebox, les radios étaient omniprésentes, c'était l'apogée du transistor. Et voilà, ce qu'on appelait la pop musique, donc le rock, en fait, c'était omniprésent, on l'entendait partout. Et moi, j'ai grandi avec ça sans trop me poser de questions. C'est une musique qui m'a séduit immédiatement et j'ai passé ma vie à en écouter. C'est la bande-son de mon existence, on va dire. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que vivre cette culture, mais aussi vouloir s'intéresser un petit peu plus à l'écriture dans différentes magazines. Je pense qu'après, ça a pris une place un petit peu disproportionnée dans mon existence. Et effectivement, passé quelques années, j'ai ressenti le besoin d'en parler à mon tour. Comme je disais, j'ai grandi donc dans la deuxième partie des années 60. C'est aussi la naissance de ce qu'on a appelé la presse rock. Au départ, c'était des magazines comme Salut les copains qui étaient un peu... voilà, il y avait une certaine niaiserie. On s'amusait de la jeunesse, mais la jeunesse était un peu idiote. Puis est arrivé en France un magazine qui s'appelait Rock et Folk, qui existe encore aujourd'hui, mais qui a perdu, de mon point de vue, beaucoup de sa vitalité. Mais à ce moment-là, Rock et Folk a une approche, on va dire, réfléchie, un petit peu sociologique, pratiquement, du phénomène rock et de ce qu'il y avait autour. D'autres journaux ont suivi, comme Actuel, des choses comme ça, qui n'étaient pas spécifiquement axées sur la musique, mais où la musique tenait une part très importante. Et je pense que c'est de lire ce genre de publication qui m'a incité à mon tour à vouloir faire mon intéressant et à donner mon point de vue sur ces choses-là. Et ça s'est fait de façon très épisodique. Le premier papier publié, c'était dans un petit zine lycéen à Périgueux. Puis après, j'ai vécu à Paris. J'ai participé à quelques publications autour de Paris. Et puis quand je suis revenu en Dordogne au milieu des années 80, j'ai rejoint la rédaction d'un fanzine qui était assez populaire à l'époque, qui était basé sur Toulouse, qui s'appelait 19. Et ensuite, ça a fait un petit peu boule de neige. Par ce biais-là, j'ai participé à de la presse indépendante, voilà, les fanzines, mais aussi de la presse, qu'on disait NMPP à l'époque, des magazines qui étaient distribués et vendus, qu'on trouvait un petit peu partout, dont la première édition française de Rolling Stone, qui est un titre qui perdure aujourd'hui, un titre assez connu, qui arrivait, enfin, c'était la traduction française de la publication américaine. Donc voilà, j'ai continué à faire ça assez naturellement parce que j'aimais beaucoup ça et parce que j'ai aussi été sollicité à plusieurs reprises, donc ça s'est fait un peu comme ça, au fil de l'eau, on va dire. Naturellement. Oui. Malgré votre présentation assez modeste, mais vous êtes devenu comme une référence de ce type d'articles et de connaissances, parce que ça ne vient pas comme ça, parce que vous étiez vraiment intéressé, vous avez suivi, vous avez cherché. Oui, enfin, une référence, je ne sais pas, c'est un bien grand mot, mais le monde du rock, déjà, ce qui m'a passionné à l'origine, c'est que
le rock, ce n'est pas que de la musique. Pour moi, il y a toute la culture autour. Ça m'a ouvert à la littérature, ça m'a ouvert j'ai découvert des peintres grâce à la musique rock, curieusement. Enfin, c'est tout un univers. Le cinéma, il y a un cinéma pas obligatoirement rock, mais qui est, je pense, moi, j'évoque ça dans mon dernier livre, mais par exemple, le cinéma noir américain des années 40-50, il y a quelque chose de très rock dans la façon d'aborder le monde, de le représenter. Après, c'est aussi des appréciations toutes personnelles. Je ne prétends pas que ça soit applicable pour tout le monde, hein, mais voilà, je veux dire que pour moi, ça a été le rock, ça a été une espèce une ouverture d'esprit énorme, et j'ai essayé de continuer à fouiller là-dedans. Je me suis intéressé beaucoup au blues, je me suis intéressé aussi au jazz, jazz d'une certaine époque, et voilà, à chaque fois c'est une espèce de puissant fond, on creuse, on découvre des nouveaux trucs, donc ça permet peut-être de garder la passion intacte et d'essayer de transmettre ça. Et c'est peut-être ça que certains lecteurs retiennent, certains d'entre eux m'accordant un peu de crédit grâce à ça. Mais après, référence, je pense que le mot est un peu trop fort. Mais cette passion, elle reste toujours intacte. Ah, toujours. Même si aujourd'hui, j'ai quand même l'impression... C'est aussi lié à mon histoire personnelle. Bon, je vais avoir 73 ans au mois d'août. Je ne suis plus un jeune homme. Je continue à aller voir des concerts très régulièrement, mais j'ai sans doute plus le même enthousiasme que j'ai pu avoir il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Je veux dire, parce que pour moi, c'est un peu la fin d'un cycle. J'ai quand même le sentiment qu'une grosse partie des musiciens tournent en rond. On n'a plus de mouvement. Voilà, aujourd'hui, quand on va dans les concerts rock, la moyenne d'âge est un petit peu affolante. On est plus près des... Enfin, ça commence avec des quinquagénaires. Et on est entre vieux quasiment, à célébrer un petit peu un passé qui est en train de nous échapper, quoi. Il y a un peu de ça. Après, ça n'empêche qu'il y a des gens qui artistiquement font des choses extraordinaires. Il y a quelques jours, j'étais à Bordeaux voir un groupe australien qui s'appelle Cash Savage and the Last Drinks, et c'est des gens beaucoup plus jeunes, c'est des gens qui doivent être autour de la quarantaine. Et scéniquement, c'est une expérience extraordinaire. Enfin, c'est des gens qui ont une force artistique assez incroyable. Et voilà, c'est ce genre de choses qui continuent à me donner un petit peu l'envie d'aller au concert. Parce que quand on voit des gens comme ça, on se dit, tout n'est pas perdu. Voilà. Il y a les concerts, il y a les voyages, il y a les rencontres. Il y a aussi cinéma. Oui, le cinéma, mais en même temps, rétrospectivement, je me dis que le cinéma m'a touché avant la musique, parce qu'en fait, j'ai découvert le cinéma comme beaucoup de gens à la télévision. J'étais tout jeune quand j'évoque ça dans le premier chapitre. J'étais tout jeune quand la télévision a fait irruption chez moi, et j'ai découvert, à ce moment-là, il n'y avait qu'une chaîne, bien sûr, il y avait quand même pas mal de films diffusés, et j'ai découvert tout un cinéma de patrimoine, le vieux cinéma français, mais également le cinéma américain qui était quand même très présent. J'ai découvert beaucoup les films noirs américains, les westerns aussi, qui étaient là très largement diffusés à cette époque-là, et ça m'a donné, oui, la passion du cinéma, et en particulier, c'est un peu l'objet de la première partie de mon livre, les personnages dits secondaires, voilà, aussi bien dans le cinéma français que dans le cinéma américain. À l'époque, dans les années 40, 50, jusque dans les années 60, il y avait des seconds rôles très très marquants, et qui parfois rendaient un film assez anodin. Ça donnait de l'intérêt, un intérêt particulier, parce que c'était des acteurs assez extraordinaires qui avaient quelque chose, acteurs ou actrices d'ailleurs, parce qu'il y a des actrices qui pouvaient rentrer aussi dans ce cadre-là. Mon approche du cinéma à ce moment-là m'a aussi donné le goût des seconds rôles, les gens qui ne sont pas en tête d'affiche ou qui n'ont pas leur nom en gros générique, mais qui concourent à rendre des films des fois passionnants, quoi. Donc ce livre regroupe différentes chroniques et nouvelles que vous avez écrites au fur et à mesure, et après vous avez réuni à cet ouvrage. C'était pas un projet délibéré, ça s'est fait tout simplement par une rencontre avec Didier Balducci, donc qui est un niçois, un musicien lui-même que je connais depuis des années. Son groupe, c'est les Dum Dum Boys,
Boys et qui existe depuis très longtemps et que j'avais fait jouer au milieu des années 80 à Périgueux quand j'ai commencé à organiser des concerts en bar. Donc c'est une vieille connaissance. Et là, on s'est revus il n'y a pas très très longtemps parce que l'association Some Product l'a fait jouer au Moulin. On était en contact épistolaire, on va dire, épistolaire d'aujourd'hui, c'est-à-dire par mail, beaucoup. Et il m'a demandé à ce moment-là, si lui, il a monté une petite maison d'édition il y a quelque temps, et il m'a demandé à ce moment-là, lors de notre rencontre physique, si j'avais pas quelques textes à lui proposer. Et je lui ai envoyé quelques textes au départ sur le cinéma, et puis des nouvelles. Et puis on a convenu de faire un ouvrage qui est un peu hétéroclite, parce qu'en fait, la première partie du livre est tournée, il y a 6 chapitres où vraiment il est question de cinéma. Et il y a une dizaine de nouvelles derrière qui sont de la pure fiction et qui n'ont plus rien à voir avec le cinéma. Donc c'est quelque chose un peu... En fait, c'est un truc normalement qui ne se fait pas. Et c'est ce qui nous a donné envie, à lui comme à moi, de le faire, puisque ça ne se fait pas. C'est une bonne raison pour le faire. Mais ça signifie que l'écriture, elle est toujours présente dans votre vie? Ah oui, parce que c'est pareil, je n'ai pas parlé de littérature en évoquant le monde du rock, mais le monde du rock m'a aussi ouvert beaucoup à l'écriture, à la littérature. Le monde du rock, aujourd'hui, c'est devenu... pour beaucoup de gens purement distractif. Mais à l'époque où moi j'ai fini de grandir, le rock c'était un peu le son de la contre-culture, on va dire. Et la contre-culture, il y avait aussi, voilà, c'était la découverte de plein d'auteurs, les auteurs de la Beat Generation aux États-Unis, Gigi Ballard en Angleterre. Il y a plein d'exemples. Et ça m'a ouvert, oui, beaucoup à la littérature et à la découverte de tas d'auteurs. Et ça fait aussi partie de ce qui m'a construit. Et voilà, et quand on se met à écrire soi-même pour des chroniques, des articles, au fil du temps, on prête peut-être un peu plus attention à ce qu'on écrit, on essaye d'avoir un style un peu plus soigneux. Enfin, ça vient naturellement, un peu comme un musicien développe ses talents. J'imagine qu'en écrivant, on s'attache à être davantage préoccupé par le style, la façon de dire les choses. Je pense très modestement écrire bien mieux aujourd'hui que je pouvais le faire quand j'ai commencé. Ça, c'est une évidence. Donc c'est un ensemble de choses. Et puis on s'enrichit culturellement et on est capable de retransmettre tous ces éléments-là. Au minima un peu dans son écriture et dans les choses que l'on évoque. Donc vous appellerez ce livre ce recueil de vos nouvelles et chroniques de fiction? Alors la deuxième partie, c'est oui, de la fiction pure. C'est quelques histoires que j'ai imaginées. Certaines sont inspirées de faits réels et d'autres sont vraiment de la pure fiction. Voilà. Et c'est très disparate puisque ça va... On évoquait donc en micro l'histoire de Champion Jack Dupree. Oui, vous pouvez peut-être raconter pour nos auditeurs. Champion Jack Dupree, c'est un musicien de blues qui a beaucoup joué en Europe, qui était assez populaire dans les années 60 quand il y a eu on a beaucoup vu de musiciens noirs américains venir en Europe. C'était valable aussi pour les musiciens de jazz. Et ils ont reçu un accueil beaucoup plus chaleureux ici qu'ils ne recevaient souvent dans leur propre pays. Et Champion Jack Dupree est un musicien originaire de la Nouvelle-Orléans. Il a perdu ses parents très très tôt. Il a vécu quelque temps dans le même orphelinat que Louis Armstrong, par exemple. Et ensuite, il s'est tourné... c'était un gamin des rues, élevé à la dure, et il s'est tourné vers la boxe assez rapidement. Et donc, il a donné une centaine de combats de boxe avant, en 1940, de participer à un où il a été assez sévèrement battu, il a subi un KO. Après ce combat, il a décidé d'arrêter de boxer et de se mettre à la musique. Il avait déjà commencé, il était déjà pianiste, mais c'est quelque chose qu'il faisait en dilettante, on va dire. Et là, à partir de ce combat-là, il a décidé de se consacrer uniquement à ça, et avec un certain succès, donc. Et j'évoque cette chose-là avec une part de fiction, bien entendu, puisque moi, j'étais pas là, mais basé sur des faits réels. Donc, l'après-combat et le moment où il décide d'arrêter de boxer et de se consacrer uniquement à la musique, avec une évocation de la Nouvelle-Orléans et de toute la musique qu'il y a autour, qui est un endroit que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup la musique. Donc c'est aussi
quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà. Donc, dans ce ouvrage, on peut trouver les histoires comme vous venez à raconter, mais aussi l'autre chose. Oui, ben, alors je parle d'une chaise, par exemple, une chaise qu'on balance dans une déchetterie. Et cette chaise-là, je lui ai donné la parole. Les chaises ont rarement la parole, je lui ai donné la parole. En fait, je raconte l'histoire d'une chaise qui se remémore son existence. Voilà, tous les endroits où elle est passée, de la boutique où elle a été mise en vente jusqu'à ce moment terrible pour elle où elle se retrouve dans une déchetterie et où c'est une espèce de déchéance terrible après avoir connu des heures beaucoup plus agréables. Voilà, enfin, il y a différents... Je parle là aussi, c'est une histoire entièrement vraie, même si évidemment j'y amène ma patte et je fais forcément de la fiction autour, mais c'est basé sur une histoire réelle. Il y a une jeune fille qui était du Midwest américain qui s'était pris d'amitié et même d'amour pour Charles Manson et qui a fini par partir en Californie, le rencontrer, le visiter en prison régulièrement et ils ont été sur le point de se marier. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu vent de l'histoire parce que j'étais tombé là-dessus dans un entrefilet et j'ai été voir, j'ai fait des recherches, j'ai été voir un petit peu plus loin, j'ai lu des interviews de son père en particulier dans les journaux américains. Alors, grâce à Internet, on arrive à accéder à pas mal de tout ça. Et c'est une histoire qui m'avait un petit peu suffoqué parce que c'était avant que Charles Manson disparaisse, mais il était encore plus vieux que moi et elle était, c'est une gamine, je sais pas, elle devait avoir 21, 22 ans. Et ça paraissait totalement invraisemblable comme histoire. Et en fait, c'est quelqu'un qui était complètement subjugué par le côté défense de la nature et des animaux que mettait en avant Charles Manson, qui était un personnage très très curieux, un personnage très ambigu. Et voilà, j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui est décrit comme une espèce de diable, Charles Manson, à juste titre. Bon, c'est aussi quelqu'un qui a hérité d'une enfance terrible. Enfin, c'est presque un modèle pour les aliénistes, Charles Manson. Mais voilà, d'un seul coup, je tombais sur quelqu'un qui semblait être en adoration devant lui et qui faisait totalement abstraction des horreurs qu'il avait pas commises directement, mais aidé à faire commettre. Et je trouvais que c'était un point de vue intéressant. Du point de vue de l'imagination et de la littérature, je trouvais que c'était amusant et passionnant de s'imaginer dans la peau de cette jeune femme complètement en amoureux d'un type que 99% de la planète considère comme un monstre, quoi. Voilà, c'est un petit jeu. Tout ça possible dans votre ouvrage, dans votre livre, fait pas ton cinéma. C'est dans le cinéma et dans l'imaginaire que ces histoires peuvent devenir presque réelles en lisant votre livre. Oui, mais en fait, comme je dis, l'histoire de la pseudo-fiancée de Charles Manson, c'est pas mon imagination, elle existe réellement. Je raconte aussi l'histoire d'un dominicain de quelqu'un venant de Saint-Domingue, pas un dominicain, pas un religieux, ça s'est passé à quelques kilomètres d'ici, puisque il a été arrêté. En fait, c'était un passeur, une mule, comme on dit vulgairement, qui avait absorbé je ne sais plus combien de sachets de cocaïne et qui a été intercepté par la douane volante du côté du péage de Mussida-Neuvic. Là, j'ai changé les endroits parce qu'en fait, visiblement, la ligne de bus n'existe plus. Donc, pour donner plus de crédit, parce qu'il était sur une ligne qui allait de Madrid à Lausanne en Suisse. Elle ne passe plus par ici. Ça doit être au moment où il y a eu cette espèce de folie autour des blabla bus pas chers, là, comme Macron avait lancé. Et là, a priori, j'ai recherché, la ligne n'existe plus. Donc, j'ai changé la trajectoire. Mais l'histoire est parfaitement exacte. Et là, j'ai rien inventé. Je me suis juste demandé, j'avais lu ça dans un journal local, il me semble que c'était la Dordogne Libre, et je m'étais juste demandé comment un pauvre diable venant d'une île des Caraïbes pouvait se trouver dans une telle situation ici. Donc voilà, à partir de là, je lui ai inventé une histoire, mais voilà. Mais la base, le scénario, c'est pas mon invention, ça s'est réellement passé. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Il y a des faits réels avec une part de fiction et d'autres où c'est vraiment de la fiction pure, comme la chaise, évidemment. Je n'ai pas connaissance de chaise racontant ses mémoires. C'est étonnant
passionnant de vous écouter et d'apprendre que cette passion vers le rock vous a permis telle ouverture et telle création. Mais ma question est suivante. Cette culture rock est très liée avec les États-Unis, avec l'Amérique. Et vous, apparemment, vous êtes passionné de cette culture, de ce pays? Ah, totalement, oui. J'ai l'habitude de dire que je suis une victime consentante de l'impérialisme culturel américain. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un regard très critique. C'est un pays où j'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises. Et c'est un pays qui est fascinant parce que déjà, on n'imagine peut-être pas ici le gigantisme des États-Unis. Enfin, les distances entre les États-Unis, c'est vraiment un très grand pays. On imagine le Texas, ça fait 1,5 fois la France, quoi. C'est juste... Et on y est quand on s'y promène un peu, on est confronté à le racisme, le communautarisme, c'est réel. Il y a plein d'endroits où vous allez dans un quartier, ça va être un quartier où vous n'aurez que des Afro-Américains et vous n'aurez pas un blanc. Et à l'inverse, dans le quartier blanc, vous ne verrez pas un Afro-Américain. Enfin, c'est un peu déstabilisant, même si en France, on a malheureusement à subir des problèmes liés au racisme et à la difficulté que plein de personnes ont à admettre l'idée que il n'y a pas que des blancs sur Terre, mais c'est pas comparable aux États-Unis où c'est un problème endémique. Et voilà, on est confronté là-bas dans des endroits à une pauvreté qu'on a du mal à imaginer. À certains endroits où il y a une telle violence que je parlais de la Nouvelle-Orléans qui est une très belle ville, mais il y a des coins à la Nouvelle-Orléans où il faut faire attention. Je veux dire, vous ne pouvez pas y aller comme ça de but en blanc, la fleur à la bouche, vous avez intérêt à faire gaffe à certaines heures. Et ça peut être sur une même avenue, vous traversez l'avenue et côté droit, ça va être beaucoup plus dangereux que côté gauche. Enfin, c'est des choses avec lesquelles il faut vivre. Alors, je sais qu'en France, on parle beaucoup de zones de non-droit et tout ça, mais bon, on n'en est quand même pas là. Voilà, j'ai une fascination pour ce pays, pour sa culture, pour sa littérature, pour sa musique. Le rock, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même une création américaine. Hein. Mais je ne suis pas dupe. Je sais aussi très bien que les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, ont utilisé le cinéma, ont utilisé la culture d'une manière générale, la culture américaine. Voilà, c'est le début de la guerre froide. Hein. C'était une façon de dire, voilà ce qu'on a à proposer et on vaut mieux que les autres. Suivez notre modèle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que les choses, enfin, on a tendance à ne plus trop rien comprendre. Mais pendant très très longtemps, oui. Alors, curieusement, la musique rock est une musique qui était synonyme un petit peu de rébellion, de remise en cause d'un système. Les tout débuts du rock, on va dire autour d'Elvis Presley, même si l'idiome musical existe bien avant, l'industrie discographique s'est réapproprié le terme et la musique en installant Presley et quelques musiciens blancs comme Buddy Holly, dont j'ai écrit une biographie, des gens comme Jane Vincent, des gens comme Jerry Lee Lewis, voilà, en volant un peu la musique des Noirs. Mais c'est pas aussi simple parce qu'il y avait aussi dans la naissance du rock, il y a aussi une part prise par la musique country américaine. Donc c'est un mélange de tout ça. Mais au départ, c'est aussi une histoire économique parce que l'industrie s'est aperçue dans l'immédiat après-guerre où il y a eu un essor lié justement à l'effort de guerre, l'argent que ça a rapporté. Il y a eu un essor économique énorme. Et à ce moment-là, on a commencé à prendre en compte les adolescents. Les adolescents qui, jusqu'à présent, encore moins en France, ils n'existaient pas. Je veux dire, vous passiez d'enfants quasiment à adultes. Il n'y avait pas d'adolescence prolongée, comme ça a pu être le cas pendant les années qui ont suivi. Et aux États-Unis, ils se sont rapidement rendus compte de ça, puisqu'il y avait de l'argent de poche, on leur donnait des disques à acheter. Et la pause rebelle, tout ça, c'était un peu des foutaises, quoi. C'était la vraie remise en question, ce qui a amené un petit peu je parlais de contre-culture, tout ça, ça vient avec les musiciens folk.
des gens qui ont, eux, vraiment fait des remises en question sur le mode de fonctionnement de la société. Et ça a conduit à l'éclosion de Bob Dylan et à des textes, on va dire, plus réfléchis, un peu plus intelligents, entre guillemets, quoi. On passe de Bebop Lula à n'importe quelle chanson de Dylan de la toute première époque, où il y a vraiment beaucoup de remises en cause du monde tel qu'il est. Voilà, ce cheminement est assez passionnant parce qu'en fait, le rock qui a d'une certaine manière incarné la rébellion, à l'origine, il n'est pas du tout rebelle. C'est juste des jeunes blancs qui veulent bien gagner leur vie, qui veulent des belles bagnoles et avoir autant de filles que possible. En fait, c'est le schéma assez classique de plein d'artistes de variété, hein, ou de certains acteurs ou actrices de cinéma. Et vous parlez de passé et aujourd'hui, maintenant, l'histoire des États-Unis aujourd'hui et le rock, est-ce qu'il a le rôle à jouer? Eh ben, on peut espérer que ce qui se passe, ça puisse donner du grain à moudre à certains musiciens. Mais en même temps, il faut pas se leurrer. Il y a plein de musiciens qui sont fans de Trump. C'est assez curieux. Et même des gens qu'on ne soupçonnerait pas. Je veux dire, bon, des gros artistes, on sait par exemple Ted Nugent, des gens comme ça, certains membres d'Aerosmith, enfin des gens qui sont très très établis, qui sont des supporters avérés de Trump, mais comme il y en a quelques-uns dans le cinéma aussi. Mais on retrouve aussi ce positionnement chez des artistes deep punk indépendants qui ont une espèce de passion pour Trump parce que de leur point de vue, comme pour beaucoup qui vivent dans des conditions économiques difficiles aux États-Unis, Trump c'est un peu l'antisystème, c'est celui qui va balayer, qui va un petit peu virer les élites de la côte Est et de la côte Ouest. En fait, on a un peu le même discours en France avec les gens autour du Rassemblement national, quoi. C'est un leurre, mais assez curieusement, il y a des gens qui s'accrochent à ça. Et aux États-Unis, je ne suis pas certain que ça génère réellement un mouvement de fond, comme l'avait fait le punk avec Thatcher, par exemple, en Angleterre. C'est tellement difficile à saisir la situation que j'attends de voir. Je suis pas absolument convaincu. Je ne sais pas. J'avoue que je pense que le rock est un peu à bout de souffle quelque part. Individuellement, comme je vous disais, il y a encore plein de gens qui font des choses super bien. Mais en tant que mouvement populaire, c'est plus une musique de jeunes quelque part. Donc, et on a vu la vitesse avec laquelle, par exemple, le rap a perdu toute sa nocivité. Le rap c'est une musique géniale, hein. À l'origine, c'est vraiment la musique qui vient des banlieues, qui vient des endroits difficiles, où d'un seul coup, les gens qui n'ont pas la parole la prennent. Et c'est très très bien. C'est constructif, c'est artistique assez fort, et puis petit à petit c'est devenu une musique assez débectante qui ne génère que des images de mecs friqués qui exhibent des fringues, des fringues et des filles dénudées. Enfin, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et ça s'est fait en très très peu de temps. Le rock, ça a mis un peu plus longtemps. Donc je ne sais pas, j'avoue ne pas être trop optimiste, mais c'est aussi peut-être lié à mon âge. J'espère que les plus jeunes auront une position beaucoup plus virulente que la mienne, on va dire. Mais votre plume, votre écriture est toujours là, en espérant, c'est pas... en attendant le nouveau ouvrage, il faut aller chercher le dernier qui est paru au début de l'année 2025 aux éditions Monotone. Fais pas ton cinéma et autres histoires sans importance, écrites tout à fait. Par vous, Alain Peydri. Il est disponible, je le précise parce que c'est des gens qui font vraiment un très très bon travail, à la librairie Délivrez-nous à Périgueux, rue Wilson, qui va bientôt déménager rue Taillefer, un petit peu plus haut, un peu plus près de la cathédrale. Donc c'est un libraire indépendant et il faut soutenir les librairies indépendantes. Peut-être il y a même rendez-vous des signatures non, je l'ai déjà eu fait pour un précédent ouvrage, là pas dans l'immédiat, mais là a priori je vais être invité au
à la fête du livre à Champs-Vinel, donc c'est au mois de juin, je crois que c'est le 14-15 juin, voilà, là je serai là. Mais pour l'instant, non, j'ai pas de signature de prévu. Voilà. Je vous remercie, Alain C'est moi. Feydri, d'être venu jusqu'à chez nous, dans nos studios, et de nous faire découvrir quelques histoires de votre dernier livre, Fais pas ton cinéma, et autres histoires sans importance. Merci. Merci beaucoup.